Dans cette séquence, nous allons aborder la domestication des plantes. Les pratiques culturelles constituent un enjeu majeur pour l'humanité. Nous allons voir que la domestication des plantes vise à optimiser leurs caractéristiques, mais que dans le même temps, les avantages liés à la domestication contribuent aussi à développer certains aspects négatifs. Nous allons donc nous demander comment la domestication des plantes a eu des répercussions sur notre patrimoine végétal, et nous allons commencer par aborder les fondements de la sélection des plantes. Il existe une grande diversité biologique des plantes cultivées pour leurs intérêts. Pommes de terre, tournesol, tomates, blé, etc. Ce champ de tournesol, par exemple, présente un intérêt pour la production d'huile de tournesol. C'est aussi le cas, par exemple, des champs de colza ou de certains palmiers pour l'huile de palme dont la culture est tant décriée en raison de la déforestation qu'elle induit. Pour chaque plante domestiquée, il existe souvent de nombreuses variétés présentant certains avantages. On connaît de nombreuses variétés de tomates, comme les tomates grappes, les tomates cerises, les tomates cœur de bœuf, tomates rondes, allongées, etc. La culture de pommes de terre représente elle aussi un bon exemple. Les binges, grenailles, rades, charlotte, amandine, pompadour, Mona Lisa, et on pourrait continuer cette liste encore longtemps. En effet, les pays producteurs de pommes de terre établissent des listes nationales des variétés officiellement agréées. Le catalogue officiel français compte près de 220 variétés et le catalogue officiel de l'Union européenne compte près de 1700 variétés de pommes de terre qui peuvent être librement commercialisées dans tous les pays membres. Quels sont les critères que l'on utilise pour sélectionner les plantes ? Il existe en effet plusieurs critères qui expliquent que l'on cultive certaines espèces ou certaines variétés plutôt que d'autres. Les cultures se font en fonction de la productivité ou rendement, des conditions de culture, par exemple les besoins en eau, le type de sol, le niveau d'ensoleillement. On sélectionne aussi les plantes pour leur qualité gustative et leur qualité nutritive. Prenons l'exemple des pommes. Nous connaissons sur nos marchés de nombreuses variétés de pommes comme les Golden, Granny Smith, Pink Lady, etc. Ce tableau va nous permettre de passer en revue quelques critères sur lesquels on se base pour sélectionner des variétés de pommes cultivables. D'abord, il y a la productivité car tous les pommiers ne produisent pas la même quantité de pommes et évidemment pour une place occupée par un arbre dans un verger, il est intéressant en termes de production que cet arbre soit productif. Il y a aussi l'aspect des pommes qui est un critère important vis-à-vis du consommateur qui va faire des choix face à une étale. Il y a évidemment les qualités gustatives, l'aptitude à la conservation, la résistance à une maladie comme la tavelure ou certains aspects nutritifs par exemple. Dans un second temps, nous allons comparer l'ancêtre sauvage et les variétés cultivées. Si on prend l'exemple du blé, il existe des variétés cultivées comme le blé dur ou le blé tendre, mais il existe d'autres variétés que l'on considère comme moins intéressantes pour la domestication et qui correspondent à ce que l'on appelle l'ancêtre sauvage, comme l'amidonnier ou l'engrain sauvage. Qu'est-ce qui fait que l'on va sélectionner, améliorer et cultiver des variétés comme le blé dur ou le blé tendre plutôt que les ancêtres sauvages ? Voici quelques éléments de réponse concernant le blé par rapport aux ancêtres sauvages. On peut s'appuyer plus en détail sur un deuxième exemple, celui du maïs et de son ancêtre supposé, la théocinthe. Notre objectif est de montrer tous les avantages du maïs par rapport à la théocinthe qui explique que l'on cultive le maïs et non la théocinthe. Un premier coup d'œil sur les épis de maïs et de théocinthe donne une idée assez claire. Les épis de maïs sont grands, portent de très nombreux grains et des grains qui sont gros comparés à ceux de la théocinthe qui possèdent de tout petits épis avec à l'intérieur quelques petits grains. Les grains de maïs et de théocinthe n'ont pas les mêmes caractéristiques, en particulier sur la quantité d'albumène qui constitue les réserves nutritives du grain. Malgré tout, le maïs et la théocinthe présentent des similitudes importantes, par exemple l'organisation fonctionnelle de la plante et des inflorescences, mais aussi la composition générale des grains par exemple. On peut constater malgré tout des différences importantes qui rendent le maïs cultivé bien plus intéressant que la théocinthe, et c'est ce que nous allons voir de façon un peu plus approfondie. C'est d'abord les caractéristiques des épis qui sont beaucoup plus intéressantes chez le maïs que chez la théocinthe, puisqu'ils contiennent jusqu'à 500 grains chez le maïs contre 10 seulement chez la théocinthe. Par ailleurs, à maturité, les grains du maïs restent en place et facilitent la récolte, contrairement aux grains de la théocinthe qui se désarticulent et tombent au sol, empêchant toute récolte.
Ensuite, c'est évidemment les caractéristiques des grains eux-mêmes qui sont beaucoup plus gros et donc beaucoup plus riches en matière nutritive chez le maïs par rapport aux grains de la théosin. Finalement, on peut dire que la sélection empirique ou programmée des plantes depuis plusieurs siècles a retenu des caractéristiques différentes de celles qui étaient favorables à leurs ancêtres sauvages. Taille, rendement, précocité, nombre de grains par exemple. Nous allons nous intéresser maintenant à l'utilisation des biotechnologies pour créer de nouvelles variétés. Comment peut-on créer de nouvelles variétés ? On peut dire qu'il est possible de réaliser des croisements entre plantes pour essayer de combiner des atouts. C'est alors ce que l'on appelle l'hybridation. On peut aussi modifier le génome des plantes pour leur apporter une caractéristique nouvelle. C'est alors ce que l'on appelle la transgénèse qui conduit à produire ce que l'on connaît sous le nom d'OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. Nous allons aborder dans un premier temps les caractéristiques de l'hybridation dont l'objectif est d'améliorer les plantes cultivées. Les végétaux, en fonction de l'organisation fonctionnelle de leurs fleurs, peuvent se reproduire par autofécondation ou fécondation croisée, tel qu'on a pu le voir dans la séquence relative à la reproduction sexuée des plantes. Si on souhaite maintenir les caractéristiques d'une plante sans créer l'hybridation entre deux individus différents, on peut réaliser une autofécondation. S'il s'agit d'une plante autogame comme le blé, à l'intérieur de la fleur, il y a à la fois les étamines qui sont les organes mâles qui produisent les grains de pollen et l'organe femelle qui est pollinisé par les grains de pollen. Tout ceci se passe à l'intérieur même de la fleur sans qu'il y ait de contamination de l'extérieur. En revanche, s'il s'agit d'une plante allogame comme le maïs, il existe sur une même plante une fleur mâle qui est séparée de la fleur femelle. Dans ce cas, pour éviter que les pollens provenant d'autres plantes transportés soit par le vent, soit par des insectes pollinisateurs ne viennent polliniser la fleur femelle, l'agronome doit protéger les fleurs pour réaliser lui-même une autofécondation. Si maintenant on souhaite au contraire réaliser une hybridation entre deux plantes différentes, on doit là aussi s'intéresser à leur mode de reproduction soit par autogamie, soit par allogamie. S'il s'agit d'une plante allogame comme le maïs, on peut utiliser l'un des individus comme parent mâle et dans ce cas on va réaliser une castration de ses organes femelles. L'autre individu sera considéré comme un parent femelle en castrant l'organe mâle. On peut alors laisser en plein champ les individus mâles produire et libérer leurs grains de pollen qui vont polliniser les fleurs femelles. S'il s'agit de plantes autogames comme le blé, le principe est le même. Sur un plant de blé, chaque fleur contient l'organe mâle et l'organe femelle. On va donc castrer les étamines des fleurs d'un premier plant de blé pour en faire un plant femelle. On va ensuite récupérer les grains de pollen d'un plant mâle que l'on va déposer directement sur l'organe femelle. Nous avons évoqué ici les conditions de reproduction de plantes qualifiées de monoïques, c'est-à-dire que chaque plante possède à la fois des organes mâles et femelles. Il existe aussi des plantes dioïques, c'est-à-dire unisexuées, dont certains individus possèdent des fleurs uniquement mâles et d'autres individus qui possèdent des fleurs uniquement femelles. Le kiwi ou le ginkgo biloba par exemple sont des exemples de plantes dioïques. On peut réaliser deux grands types d'hybridation. La première est qualifiée d'hybridation interspécifique. Il s'agit d'hybrider, c'est-à-dire croiser deux plantes n'appartenant pas à la même espèce. Par exemple, le triticale provient de l'hybridation entre le blé et le seigle. C'est une céréale cultivée. Les avantages agronomiques du triticale sont les suivants. Une bonne productivité, une bonne tolérance aux conditions climatiques défavorables et des faibles besoins en engrais et en pesticides par rapport au blé. Il existe aussi une hybridation intraspécifique, autrement appelée intervariétale. Il s'agit donc dans ce cas-ci de croiser deux variétés différentes de la même espèce. Prenons l'exemple d'une hybridation intraspécifique chez le maïs. On a une première variété de maïs productif mais dont la maturité est tardive. C'est une variété qui présente donc un avantage mais aussi un inconvénient. On a une deuxième variété de maïs peu productif mais dont la maturation est précoce. On va donc réaliser un croisement entre les deux variétés de maïs pour obtenir un maïs productif à maturité précoce combinant les deux avantages. C'est ce que l'on appelle l'effet d'hétérosis ou vigueur hybride. L'hybride associe les avantages des deux parents. Évidemment, dans les essais d'hybridation qui sont réalisés par les ingénieurs agronomes, on obtient aussi des variétés de maïs qui vont combiner au contraire les désavantages des deux variétés, c'est-à-dire ici être peu productifs et à maturité tardive. Ces variétés créées ne sont pas retenues évidemment par les agronomes.
Nous allons voir maintenant une autre façon d'améliorer les plantes cultivées par l'intermédiaire de la transgénèse, conduisant à la fabrication d'OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. L'exemple le plus célèbre d'OGM et qui a fait couler beaucoup d'encre est certainement celui du maïs transgénique. Les ingénieurs agronomes qui ont travaillé sur le développement de ce maïs transgénique, appelé maïs BT, voulaient répondre à la demande des agriculteurs dont les insecticides classiques n'arrivaient plus à combattre la pyrale, un insecte ravageur des cultures. Les scientifiques s'intéressent alors à une bactérie du sol, le Bacillus thuringiensis, qui produit naturellement une protéine toxique pour les pyrales. Ils ont alors l'idée de faire fabriquer au maïs cette protéine BT fatale aux chenilles. Après avoir isolé et récupéré le gène BT chez cette bactérie, ils doivent transférer ce gène dans les cellules du maïs. Pour cela, ils vont avoir recours à une autre bactérie appelée Agrobacterium tumefaciens, qui possède la propriété de pouvoir transférer une partie de son information génétique à d'autres êtres vivants comme le maïs. La bactérie Agrobacterium tumefaciens possède un ADN de transfert que les scientifiques vont remplacer par le gène d'intérêt BT, accompagné d'un gène de sélection. Les cellules du maïs vont alors être mises en présence de la bactérie modifiée qui va pouvoir transférer le gène d'intérêt dans les cellules du maïs, qui vont alors devenir capables de produire la molécule d'intérêt, en l'occurrence la protéine BT fatale aux chenilles. Il existe d'autres techniques pour réaliser une transgénèse sans avoir recours à la bactérie Agrobacterium tumefaciens. À partir de la bactérie Bacillus thuringiensis, on identifie et on isole le gène BT producteur de l'insecticide. On va ensuite enrober des microbilles de tungstène avec le gène d'intérêt, puis on va projeter ces microbilles à l'aide d'un canon à gène pour bombarder les cellules que l'on souhaite modifier. On peut terminer cette séquence en insistant sur le fait que la domestication des plantes conduit aussi à un appauvrissement des espèces et des variétés cultivées en favorisant uniquement certains individus pour les avantages qu'ils nous apportent, ce qui a des répercussions sur la diversité et la richesse génétique. L'étude des génomes montre un appauvrissement global de la diversité allélique lors de la domestication. La perte de certaines caractéristiques des plantes sauvages, comme des défenses chimiques ou des capacités de dissémination, associées à l'extension des cultures, favorise le développement des maladies infectieuses végétales. Par ailleurs, la domestication des plantes menée dans différentes régions du monde a eu des conséquences importantes dans l'histoire des populations humaines. Elle a par exemple contribué à la sélection de caractères génétiques humains spécifiques.